Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un concept en psychologie que je trouve passionnant et qui est hyper important en thérapie, j'ai nommé la dissonance cognitive. C'est un concept qui a été théorisé en 1957 par Léon Festinger, qui est un psychologue américain. Mais avant de vous expliquer plus en détail ce qu'est la dissonance cognitive et comment on peut s'en servir en thérapie, je vais d'abord commencer par vous expliquer ce qui a conduit Festinger à élaborer ce concept. Pour ça, je vais vous raconter l'histoire de Marion Kish. Alors c'est un pseudonyme qu'elle s'est donné, son vrai nom c'est Dorothy Martin. Pourquoi elle a choisi Marion Kish? J'avoue que je sais pas, personnellement c'est peut-être pas le pseudo que j'aurais choisi, mais pourquoi pas. Bref, donc Marion Kish, elle est née en 1900 à Oak Park, dans l'Illinois aux États-Unis, et au cours de sa vie, elle s'est énormément intéressée à tout ce qui touche au mysticisme, aux pratiques occultes, et elle a été influencée par des courants religieux comme la théosophie et le spiritisme. Au début des années 1950, elle affirmait être en contact avec des êtres extraterrestres appelés les gardiens, qui lui transmettaient des messages à travers l'écriture automatique. Elle croyait que ces êtres provenaient de la planète Clarion et qu'ils avaient pour mission de prévenir l'humanité de sa destruction imminente. En 1954, Marion Kish, agissant sous son pseudonyme, annonça avoir reçu une révélation des gardiens. Selon elle, une grande inondation, une apocalypse détruirait la majeure partie de la Terre le 21 décembre 1954. Seul un groupe choisi de fidèles serait sauvé par des soucoupes volantes qui viendraient les chercher avant la catastrophe. Au fil des semaines, elle a réussi à attirer un petit groupe de fidèles qui se réunissaient régulièrement pour se préparer à cet événement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe de croyants mené par Kish s'était fortement impliqué et ils étaient convaincus qu'elle allait réellement se réaliser. À tel point que certains fidèles avaient quitté leurs emplois ou les cours, quitté leurs conjoints, ils ont distribué leur argent, donné tous leurs biens pour préparer leur départ à bord de la soucoupe volante qui devait les sauver. Et c'est là qu'entre en scène Léon Festinger, qui était alors professeur de psychologie sociale à l'université de Minnesota, et qui a appris l'existence de ce groupe grâce à un article qui a été publié dans un journal local qui était intitulé « La prophétie de la planète Clarion lance un appel à la ville, fuyez cette inondation ». L'auteur de cet article n'était autre que notre chère Marion Kish. Et Festinger et deux de ses collègues ont réussi à infiltrer ce groupe pour observer ce qui se passerait lorsque la prédiction ne se réaliserait pas. Festinger souhaitait comprendre comment les membres du groupe allaient réagir lorsque la fin du monde annoncée ne se produirait pas. Et voilà ce que raconte Festinger. Avant le 20 décembre, le groupe évite toute publicité, les entretiens sont donnés qu'à contre-cœur, l'accès à la maison de Kish est seulement permis à ceux qui peuvent convaincre qu'ils sont de vrais croyants. Le groupe fait évoluer son système de croyances fondé sur l'écriture automatique provenant de la planète Clarion et commence à expliquer les détails du cataclysme, la raison de l'événement et la manière dont il sera sauvé du désastre. Puis arrive le 20 décembre, donc là on est quelques heures avant l'apocalypse, les croyants attendent qu'un extraterrestre les appelle avant minuit pour être escortés à bord du vaisseau spatial censé les attendre. Appliquant les instructions à la lettre, ils se donnent beaucoup de mal pour éliminer les objets métalliques qu'ils portent sur eux. Comme minuit approche, les fermetures à glissière, bretelles de soutien-gorge et autres objets sont jetés et le groupe attend. Et puis il est minuit, rien ne se passe, pas de soucoupe volante. Puis on est officiellement le 21 décembre. Minuit 5, toujours rien, pas de visiteurs extraterrestres. Mais il y a un membre du groupe qui constate qu'une horloge dans la pièce indique 23h55. Du coup, le groupe se dit qu'il n'est pas encore minuit. Minuit 10, la seconde horloge indique minuit, toujours pas de visiteurs. Le groupe est abasourdi et s'assoit en silence. Le cataclysme est censé se produire dans moins de 7 heures. 4 heures du matin, les croyants restent assis en silence, ils essayent de comprendre ce qui se passe et Kish commence à pleurer. 4h45, un message envoyé par écriture automatique est adressé à Kish qui révèle au groupe que le dieu de la Terre a décidé d'épargner la planète de la destruction. Pourquoi, vous vous demandez certainement? Le cataclysme a été annulé parce que le groupe assis toute la nuit avait répandu tant de lumière que Dieu a sauvé le monde de la destruction. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de fascinant. Parce qu'au lieu de remettre en question leur foi ou de rejeter Kish, les croyants ont trouvé un moyen de rationaliser l'échec de la prophétie pour maintenir leur croyance intacte. Alors, le groupe a quand même perdu certains membres, mais beaucoup sont restés, et le plus fou, c'est que leur croyance envers Kish et cette prophétie s'était au contraire renforcée. À tel point que dès l'après-midi du 21 décembre, le groupe s'est mis à appeler des journaux pour donner des entretiens. Souvenez-vous pourtant, le groupe au tout début, il fuyait complètement la publicité et les médias. Donc là, on assiste à un retournement de situation où les membres commencent au contraire une intense campagne pour diffuser leur message à un public beaucoup plus large. Quant à Kish, elle-même a continué à être active dans des cercles mystiques et ésotériques pendant plusieurs années, mais son influence a progressivement diminué. Toute cette histoire, Festinger l'a détaillée dans son livre « L'échec d'une prophétie » qui a eu un impact majeur en psychologie sociale, et l'histoire de Marion Kish / Dorothy Martin est devenue un cas classique pour illustrer la manière dont les gens réagissent face à des croyances qui sont pourtant démenties par la réalité.
Donc voilà comment Festinger en est arrivé à conceptualiser la dissonance cognitive. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer assez simplement ce que c'est plus concrètement. En gros, la dissonance cognitive, c'est lorsqu'une personne a ce qu'on appelle des cognitions qui sont incompatibles les unes avec les autres. Donc les cognitions, c'est des pensées, des croyances, des attitudes, des valeurs ou des émotions. Donc par exemple, des cognitions incompatibles, ce serait de se dire « je suis détendu, tout va bien », alors que vous avez une émotion contradictoire, par exemple de l'angoisse. Mais une dissonance cognitive, elle peut aussi se créer lorsqu'un comportement ou un acte entre en contradiction avec les pensées ou les croyances d'une personne. Avoir deux cognitions contraires qui coexistent, ça entraîne naturellement un conflit cognitif, ce qui entraîne une tension interne et un état psychologique inconfortable, voire douloureux, et c'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive. Et c'est quelque chose qu'on a tous déjà ressenti. Je vais vous donner quelques exemples de dissonance cognitive pour que vous compreniez mieux. Par exemple, ce serait « je sais que c'est pas bon pour la santé de fumer, mais je fume quand même. Ma vie me convient pas, mais je fais rien pour qu'elle change. Je grignote, mais je culpabilise à chaque fois que je le fais. J'aime trop les animaux, mais je mange de la viande. J'aimerais gagner plus d'argent, mais j'ai pas envie de travailler plus. Je mérite d'être respecté et heureux, mais je reste dans une relation toxique. J'ai conscience des nombreux problèmes écologiques, mais je veux pas changer mes habitudes et mon mode de vie. Je veux être un parent patient et bienveillant, mais je crie et punis régulièrement mon enfant lorsqu'il m'agace. Je sais que lutter contre la peur ne sert à rien, mais je le fais quand même. » Bon, voilà, je pense que vous aurez compris l'idée. Naturellement, comme cet état de dissonance est très désagréable, on va tout faire pour essayer de le réduire en développant tout un tas de stratégies, bien souvent très inconscientes, dans le but de se rapprocher de l'état inverse qu'on appelle la consonance cognitive. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit on change de comportement. Par exemple, une personne qui croit en l'importance d'une alimentation saine mais qui mange régulièrement de la malbouffe peut décider de modifier son régime alimentaire pour le rendre plus sain et du coup réduire la dissonance. Soit on change de croyance ou d'attitude, où là c'est quand une personne ne veut pas ou ne peut pas changer son comportement, elle va venir modifier sa croyance pour la rendre compatible avec son comportement. Par exemple, si une personne fume malgré la croyance que le tabac est dangereux, elle pourrait commencer à minimiser l'importance de cette croyance en se disant que les risques du tabagisme sont exagérés, parce qu'elle connaît Jean-Michel qui a passé toute sa vie à fumer comme un pompier et il est mort paisiblement chez lui à plus de 90 ans. Ou alors la personne va modifier sa croyance en se disant qu'il faut bien mourir de quelque chose. Une autre stratégie qui peut être mise en place, c'est celle qui consiste à ajouter de nouvelles cognitions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la personne va essayer de justifier son comportement pour rendre la dissonance plus tolérable. Cette justification peut prendre différentes formes. Par exemple, la personne va chercher à introduire des arguments qui réduisent l'importance de la contradiction perçue. Par exemple, imaginons une personne qui est soucieuse de l'environnement mais qui conduit une voiture polluante, elle pourrait se justifier en disant « j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler » ou « je compense en recyclant et en réduisant mes déchets ». Une autre stratégie, ça va être de minimiser l'importance du conflit qu'ils ressentent. Par exemple, si une personne aimerait mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle pour préserver sa santé mentale, mais qu'elle travaille de longues heures au détriment de sa santé ou de sa famille, alors elle va minimiser en se disant c'est qu'une période chargée, ça va passer. Ou le travail, c'est temporairement plus important que mon bien-être. Ou une personne qui roule en excès de vitesse peut se dire « je suis un bon conducteur, je peux gérer » ou « c'est juste pour cette fois, je vais blesser personne ». Ou une personne qui aurait besoin de faire une activité physique mais qui n'en fait pas de manière régulière pourrait se dire je marche un peu au travail, ça compense, ou je suis pas vraiment en mauvaise santé malgré tout. Ou une personne qui mange régulièrement de la malbouffe peut se dire c'est pas un repas qui va me rendre malade, ou je mérite bien un petit plaisir de temps en temps. Une autre stratégie, ça peut être carrément de nier une information, de l'éviter pour ne pas être confronté à la dissonance. Par exemple, ça donne les personnes climato-sceptiques qui vont juste nier l'existence des problèmes écologiques en se disant c'est pas vrai, ça n'existe pas. Une personne fumeuse peut éviter les campagnes de sensibilisation contre le tabagisme ou les avertissements sur les paquets en se disant moi ça m'arrivera pas. Une personne qui adore manger des produits transformés peut éviter tous les articles ou les reportages qui montrent comment ils sont créés et à quel point ça peut être dangereux pour la santé. Une personne qui consomme de la viande provenant d'élevage industriel, qui refuse de regarder des vidéos sur les conditions de vie des animaux dans ces élevages en se disant « je veux pas savoir ce qui se passe dans les abattoirs, ça me perturberait trop ». Ou une personne qui a des problèmes financiers, qui fait tout pour ne pas consulter les relevés de banque et qui se dit « je veux pas savoir à combien je suis sur mon compte et combien d'argent je dois ». Voilà en gros, il y aurait d'autres stratégies, mais c'est globalement des stratégies qui consistent à justifier son comportement. Ce qui importe, c'est surtout de comprendre que l'être humain a une manière de façonner la réalité pour qu'elle lui permette de réduire la dissonance, quitte parfois à se mentir à lui-même. Je voulais vous donner plein d'exemples différents pour vous montrer à quel point la dissonance peut être présente dans notre quotidien sous plein de formes différentes.
Il y a quelque chose qui me paraît aussi intéressant d'aborder dans cette vidéo, c'est comment la dissonance peut se créer chez une personne. Et on peut relever plusieurs facteurs. Il y a tout d'abord lorsqu'il y a une contradiction entre croyance et comportement. Mais ça, vous devriez l'avoir compris avec tout ce que je viens de dire avant. Donc c'est lorsque les actions d'une personne ne sont pas en adéquation avec ses croyances ou ses valeurs. Mais ça peut être aussi lorsqu'une conformité est forcée, donc c'est lorsqu'une personne est amenée à faire des tâches qui ne sont pas alignées avec ses valeurs, notamment dans son travail ou pour respecter la loi. Dans la même veine, la pression sociale ou le conformisme peuvent générer une dissonance, par exemple lorsque les attentes d'un groupe entrent en conflit avec nos croyances personnelles. Ça peut être aussi lorsqu'une personne doit prendre une décision et qu'elle doit faire un choix entre plusieurs options qu'elle n'aime pas ou avec lesquelles elle ne se sent pas en accord, quand elle est face à un dilemme. Par exemple, un étudiant qui hésite entre deux universités prestigieuses peut ressentir une dissonance en se demandant quel est le bon choix à faire. Parce que généralement, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Une dissonance peut se créer lorsqu'une personne est face à de nouvelles informations qui contredisent ses croyances ou connaissances préalables. Par exemple, une personne qui est convaincue des bienfaits d'un régime alimentaire particulier et qui découvre des études qui remettent en question l'efficacité de ce régime. Ça peut être aussi à cause d'un conflit de rôle, c'est lorsque quelqu'un doit remplir des rôles ou des fonctions qui entrent en contradiction avec ses valeurs ou ses autres responsabilités. Par exemple, un manager qui doit licencier des employés pour des raisons économiques et qui valorise le bien-être des personnes dans son équipe. Ça peut être tout simplement lorsqu'il y a un conflit de valeurs, donc c'est lorsque les valeurs morales ou éthiques d'une personne entrent en conflit avec ses actions ou les attentes de la société. Par exemple, quelqu'un qui est très sensibilisé aux problèmes écologiques mais qui travaille pour une entreprise qui pollue ou qui ne respecte pas des normes écologiques strictes. Ça peut être dû à un effort ou un investissement personnel, c'est lorsque quelqu'un investit beaucoup d'efforts, de temps ou de ressources dans une activité, une relation ou un projet, mais qui n'aboutit pas au résultat escompté. Par exemple, un étudiant qui a passé des heures à réviser pour un examen mais qui échoue peut ressentir une dissonance parce que l'effort investi n'est pas cohérent avec le résultat qu'il a obtenu. Ça peut être aussi lorsqu'il y a des changements soudains dans notre environnement, surtout lorsqu'ils contredisent nos attentes ou nos croyances. Par exemple, une personne qui croyait en la sécurité de son emploi peut ressentir une dissonance cognitive après avoir été licenciée, parce que ça remet en question ses croyances sur la stabilité économique. Ça peut être lorsqu'une personne souffre d'une addiction, puisque la dépendance fait que c'est physiquement et mentalement très difficile d'être aligné entre nos valeurs et nos comportements. Elle peut aussi être créée à cause des injonctions paradoxales. C'est lorsqu'une personne, un groupe de personnes ou la société impose des normes contradictoires ou irréalistes. Je pourrais citer énormément d'exemples, mais pour en donner quelques-uns, ce serait par exemple lorsqu'on nous dit « il faut travailler plus et il faut aussi être toujours présent pour ses enfants ou pour ses proches et passer du temps de qualité avec eux ». Ou lorsqu'on nous dit « il est important d'être authentique et de rester fidèle à qui vous êtes et vous devez également vous conformer aux normes sociales pour être accepté, vous intégrer et rentrer dans un moule ». Ou encore « vous devez réussir professionnellement et donner le meilleur de vous-même au travail pour avancer dans votre carrière et vous devez aussi prendre soin de votre santé mentale, avoir une vie personnelle équilibrée et passer du temps avec vos proches ». Ou alors pour les femmes, il faut être apprêté mais pas trop non plus parce qu'après c'est aguicheur. Bref, c'est impressionnant le nombre d'injonctions paradoxales qu'il peut y avoir dans notre société. Je pense que ces quelques exemples vous auront donné déjà un ordre d'idée et j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est la dissonance. Évidemment, la dissonance a des conséquences puisque lorsqu'une personne en souffre, ça vient générer une tension interne et cette tension interne peut amener la personne à développer du stress, de l'anxiété, pouvant aller jusqu'à des crises d'angoisse ou un burn-out. Elle peut avoir une sensation de malaise et de mal-être qui persiste, l'impression de se faire des nœuds au cerveau, de se prendre la tête en permanence, l'impression d'être perdue, de ne pas vraiment être elle-même, d'être tiraillée, etc. Et puis évidemment, tout ça a des conséquences sur leur comportement. Les personnes peuvent se mettre à fumer plus ou à manger plus à cause de ça. Et c'est souvent ces symptômes-là qui poussent une personne à consulter. Donc c'est pour ça qu'en tant que thérapeute, c'est intéressant de se demander s'il n'y a pas une dissonance lorsqu'une personne vient nous consulter pour ce genre de symptômes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas conscience d'être en pleine dissonance cognitive. Parce que tout ce que j'ai expliqué auparavant, ce sont des mécanismes qui se mettent en place de manière très inconsciente la plupart du temps. Ça se fait tout seul. Donc les personnes n'ont pas vraiment conscience de ce qui se joue derrière quand elles viennent nous consulter pour un problème d'angoisse par exemple. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois qu'une personne souffre d'angoisse, il y a forcément une dissonance derrière, mais ce que je constate dans ma pratique, c'est que c'est quand même assez fréquent. L'angoisse est souvent là pour nous dire qu'on n'est pas totalement nous-mêmes et qu'on n'est pas aligné avec nos valeurs et ce qui est important pour nous. Puisqu'on aimerait faire certaines choses, mais la peur nous empêche, du coup ça crée un peu un décalage.
Et donc c'est pour ça que c'est un concept que je trouve extrêmement important à connaître pour être capable de mieux l'identifier, que ce soit juste pour soi-même, ou alors quand on est thérapeute pour pouvoir mieux accompagner les personnes qu'on reçoit. Donc maintenant que vous avez compris un peu mieux tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire plus concrètement pour se sentir mieux ou aider une personne à se sentir mieux? Eh bien déjà, la première étape, avant toute chose, je viens de le dire, mais c'est d'être capable de reconnaître et d'identifier qu'on est ou qu'une personne est en pleine dissonance cognitive. L'idée, ça va être d'identifier les paradoxes auxquels la personne est confrontée. Je vous en ai cité pas mal au début de la vidéo, peut-être que vous vous êtes reconnu d'ailleurs dans certains. Et vraiment, cette étape, c'est peut-être la plus dure puisque, je l'ai dit, c'est un mécanisme très inconscient, donc c'est pas forcément toujours flagrant pour nous quand on en souffre. Puis une fois qu'on a identifié ces paradoxes, l'idée, ça va être de mettre la personne face à ça. Et ça, c'est assez terrible parce qu'on est en train de remettre de la conscience sur quelque chose qui était bien souvent inconscient. Et quand on redevient conscient de quelque chose, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. On va voir que ça. Si par exemple une personne me dit que pour elle c'est hyper important d'être bienveillant, d'être honnête, et que je lui montre que dans son attitude envers elle-même, elle ne l'est pas vraiment, parce qu'elle est très exigeante, très dure envers elle-même, ou qu'elle se ment à elle-même ou aux autres en ne disant pas ce qu'elle ressent, du coup, elle verra plus que ça. Et le fait de remettre de la conscience sur nos comportements, c'est ça qui peut nous permettre d'avoir une réflexion approfondie sur la manière dont on agit, sur nos croyances, et c'est ça qui nous pousse à faire des ajustements ou des changements. C'est d'ailleurs ce que j'ai voulu avec mon deuxième livre, Le voile de l'inconscience. C'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça, puisqu'avec ce livre, l'idée c'est d'aider les personnes à devenir ou redevenir plus conscients de leurs mécanismes inconscients. Mais bref, une des solutions qui est la plus efficace pour vraiment réduire la dissonance, ça va être de changer de comportement ou d'attitude. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps parce que vous mangez mal, vous faites pas de sport, la meilleure solution, ça va être de changer vos habitudes alimentaires et de vous mettre à faire du sport. Si vous fumez, le meilleur moyen de réduire la dissonance, ça va être d'arrêter de fumer, et ainsi de suite. Oui, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est pas aussi simple en réalité. Ça pourrait l'être. Il y a des personnes qui vraiment du jour au lendemain se mettent à arrêter de fumer, et ça se fait facilement, ou d'autres vont se mettre à changer leurs habitudes alimentaires et ça leur demande pas énormément d'efforts. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, évidemment. En consultation, je le vois bien que les gens savent très bien ce qu'il faudrait faire, c'est pas pour autant qu'ils y arrivent. Parce que simple ne veut pas dire facile. Mais en tout cas, si une personne arrive à changer radicalement ses comportements, la dissonance cognitive va pouvoir se réduire considérablement. Et pour arriver à ça, des fois, va falloir l'amplifier, cette dissonance. Parce qu'en intensifiant cette tension interne que la personne ressent, ça peut créer ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. À ce propos, petite précision que je trouve intéressante, une fois qu'on prend conscience de cette dissonance, il n'y a pas seulement un inconfort psychologique, il peut même y avoir un inconfort physiologique. Et il a été montré expérimentalement que la dissonance a un impact sur le rythme cardiaque et sur le cerveau aussi. Et Festinger a montré que la dissonance semble avoir des propriétés d'éveil qui sont similaires aux motivations biologiques qu'on a tous, comme la faim ou la soif. Et donc, ça induit une sorte d'impulsion de motivation qui va permettre aux personnes de retrouver un équilibre psychologique. Donc on peut dire en quelque sorte que la dissonance cognitive peut être considérée comme un état motivationnel. D'autant plus que plus un individu la ressent, plus il tentera de lutter, de la diminuer pour retrouver un équilibre cognitif interne, et plus le travail cognitif va être important. En consultation, personnellement, j'utilise de plus en plus la thérapie d'acceptation et d'engagement, qu'on appelle l'ACT, parce qu'elle encourage les personnes à aligner leur comportement sur leurs valeurs fondamentales. Donc avec l'ACT, on va énormément travailler sur les valeurs de la personne. Et la dissonance cognitive, elle peut être utilisée pour montrer comment les comportements actuels que la personne a s'écartent et s'éloignent de ses valeurs pour les guider vers des actions plus alignées et plus engagées. Donc par rapport à la motivation intrinsèque, c'est important du coup de dire que ressentir une dissonance, c'est pas du tout une mauvaise chose, au contraire, puisque c'est souvent dès lors qu'on ressent une dissonance qu'on va entreprendre des actions pour changer. À titre personnel, ça m'a énormément aidé, ça m'a permis de me libérer de mes angoisses, parce que je sentais que j'étais pas alignée avec moi-même. Par exemple, j'étais mal à l'aise dans mes rapports sociaux, alors que tout ce que je voulais, c'était créer du lien avec les autres. J'avais peur d'être vue et en même temps, j'avais envie d'être vue. Ça m'a permis de perdre du poids aussi parce que j'ai réalisé que la santé c'était important pour moi et que je mangeais mal, j'avais plus de 15 kilos en trop, je faisais pas de sport alors que j'aime ça. Ça m'a permis de devenir végétarienne puis végane par la suite parce que je suis très sensible à la cause animale et aux problèmes environnementaux.
Ça m'a permis d'entreprendre énormément d'actions dans mon travail, dans mon entreprise, en devenant notamment formatrice, en écrivant des livres, en faisant des vidéos. Puis ensuite, ça m'a poussée à adapter mon travail pour que je puisse être plus présente pour ma fille. Bref, la liste est longue et tous les changements que j'ai mis en place dans ma vie, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai ressenti une dissonance cognitive très forte. Et au lieu de tomber dans les pièges de la justification et de la procrastination, je suis plutôt allée explorer mes paradoxes internes. Même si parfois, et même très souvent, c'est hyper douloureux. Puis après, j'ai cherché à identifier les actions que je pouvais entreprendre et surtout, je suis passée à l'action. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'ai plus du tout de dissonance ? Non, pas du tout. Si je prends rien que le sujet de l'écologie, je suis peut-être devenue végane, mais je prends encore ma voiture, j'achète encore des trucs industriels, beaucoup moins qu'avant, mais quand même. Je pourrais certainement réduire encore ma consommation en eau, en électricité. Dans mon travail aussi, il y a énormément de choses que j'aimerais mettre en place pour trouver un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Bref, il y a encore plein de choses qui me restent à résoudre, que je pourrais mettre en place. Je pense que c'est normal. Personnellement, ce qui m'importe, c'est juste de continuer à avancer, de chercher le plus possible à être en accord avec mes valeurs et à les incarner véritablement. Mais ça prend du temps. Si je reste sur le sujet de l'écologie, je préfère y aller par étapes, parce que tout changer du jour au lendemain, clairement, je pense que ça n'aurait pas été possible pour certains points. Et je veux pas me mettre en échec, parce que c'est beaucoup plus dur pour se remotiver après. Ou alors ce que je suis en train de dire, c'est juste une excuse que je me suis trouvée pour justifier le fait que je ne passe pas à l'action tout de suite. Et donc c'est une excuse pour réduire la dissonance. Et c'est très certainement le cas, mais comme je le disais, ce qui m'importe, c'est de continuer à avancer du mieux que je peux. Donc la dissonance cognitive, c'est vraiment un concept hyper important à comprendre parce que je trouve qu'il est omniprésent dans nos vies, dans notre quotidien, et donc il est forcément présent dans mes consultations. Donc en tant que thérapeute, c'est hyper important pour moi d'être capable d'identifier ces paradoxes que les personnes peuvent avoir, puis de les mettre face à ça. Et pour moi, c'est une des meilleures manières d'aider une personne à changer sa vie et à modifier des comportements qui étaient pourtant bien ancrés, et surtout de faire en sorte qu'ils tiennent dans le temps. Parce que moi, ça m'intéresse pas juste d'avoir un effet pansement. Ce que j'adore dans la thérapie, c'est vraiment de créer un changement profond et durable. Voilà, j'avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme à chaque fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite.